Bienvenue dans la série sur la relativité. Visualiser des structures ou des espaces à 4 dimensions peut être fort difficile. Notre vue et notre esprit sont câblés pour visualiser des espaces à 3 dimensions. Donc visualiser à 4 dimensions peut être compliqué. Bien souvent, quand on se représente une structure à 4 dimensions, on la voit en perspective. Une structure parmi les plus simples est le tesseract, c'est-à-dire le cube à 4 dimensions, qui est assez facile à visualiser en perspective. Il en existe une telle représentation en perspective, par exemple, au Palais de la Découverte. Pour des structures plus compliquées, c'est en fait parfois très difficile. Que dire en plus s'il s'agit d'espaces à 4 dimensions avec une courbure? Ça peut être cauchemardesque. Les mathématiques sont là pour nous aider, mais visualiser peut être très difficile. Même un espace à 3 dimensions courbe peut être difficile. Pour ce qui est de l'univers, nous avons encore une chance. C'est le principe cosmologique. Celui-ci fait que l'univers est le même globalement partout, ce qui facilite la visualisation. Ainsi, le modèle euclidien est le plus simple. L'espace est à 3 dimensions, euclidien sans courbure, infini, et avec simplement le contenu qui est en expansion, c'est-à-dire les objets s'éloignant les uns des autres. Un espace hyperbolique, également infini, ne pose guère de difficultés non plus, si ce n'est qu'il y a une distorsion de la géométrie. Par exemple, les sommes des angles d'un triangle sont toujours inférieures à 180 degrés. Mais en dehors de cette distorsion, c'est à peu près équivalent. L'espace sphérique, lui, est fini. Une représentation que l'on rencontre un peu partout est l'univers représenté comme une bulle. On a donc une bulle avec à la surface les galaxies, et cette bulle est en expansion, les galaxies s'éloignant donc les unes des autres. Mais attention à ce genre de représentation. Il faut bien connaître les limites. D'abord, dans cette représentation, l'univers, c'est la surface de la bulle, pas toute la bulle, rien que sa surface. Et l'espace-temps, lui, n'a pas besoin d'être plongé dans un espace de dimension supérieure, à 3 dimensions pour une bulle. Pour exister, il est décrit par sa courbure intrinsèque, et la courbure extrinsèque qui donne le repliement dans un espace plus grand, ne sert qu'à aider à visualiser. Pour l'espace-temps, qui n'est que la surface de la bulle, parler de l'intérieur de la bulle est un non-sens. Il n'y a pas d'intérieur de la bulle. Ce n'est que dans la représentation visuelle qu'on en fait qu'il y a un intérieur à la bulle. Et l'univers est la surface. Ensuite, la surface de la bulle est à 2 dimensions. L'univers, lui, est à l'espace, à partir d'une feuille spatiale à un instant donné, est à 3 dimensions. Ça rend évidemment la visualisation beaucoup plus difficile, parce que ça donne une bulle à 4 dimensions. Il n'en reste pas moins que ce type de représentation peut être utile. Autre détail important, une confusion qui est parfois faite, c'est de dire qu'au début l'univers était tout petit. Alors, ça dépend. Si l'univers est fini, comme dans le cas sphérique, alors, effectivement, au début, il était tout petit, jusqu'à tenir dans une coquille de noix. Très dense, très chaud. Mais si l'univers est infini, comme dans le modèle euclidien ou hyperbolique, alors il l'a toujours été, même au début. Il pouvait être beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud à un endroit donné, mais il était globalement fini, infini. Pardon. Mais la partie que nous voyons, l'univers observable, n'est qu'une toute petite partie de l'univers, une partie infinitésimale, si l'univers est infini, évidemment. La partie de l'univers observable, elle, était plus petite et a été effectivement petite par le passé, dans tous les cas. Donc attention à ce dont on parle quand on dit l'univers était plus petit.
Autre point, la géométrie décrit l'espace-temps localement par sa géométrie intrinsèque, c'est-à-dire les relations métriques de distance, d'angle et la courbure. Ce sont des notions locales. Si on veut parler de la forme globale que prend la variété, l'espace-temps dans son ensemble, que ce soit pour l'espace-temps à 4 dimensions ou pour une tranche spatiale à un temps cosmologique donné, à ce moment-là, la forme globale fait partie du domaine de la topologie, qui étudie en particulier la topologie dite différentielle, qui étudie la forme des objets. La relativité générale est basée sur la courbure intrinsèque, c'est-à-dire sur la géométrie. L'équation d'Einstein est une équation locale. Les équations des géodésiques, l'équation des géodésiques est une équation locale. Et donc, elle ne précise pas quelle est la topologie globale de l'univers. Alors, bien sûr, la géométrie peut, en partie, contraindre la topologie. Par exemple, la géométrie sphérique donne un univers qui est forcément fini. Mais même avec une géométrie donnée, il reste encore en réalité beaucoup de possibilités. On peut classer ces possibilités. Par exemple, pour une courbure constante, la même partout, principe cosmologique oblige, pour une tranche spatiale, on peut avoir un univers plat, euclidien, et donc on a classé toutes les topologies possibles. On l'a fait également pour le cas sphérique. Le classement n'est que partiel dans le cas hyperbolique, le problème étant en réalité fort compliqué. Par exemple, si on considère un espace euclidien, le premier cas le plus simple, c'est un univers infini, sans courbure et infini dans toutes les directions. La deuxième possibilité, c'est un univers cylindrique. Donc on prend une feuille et on la replie sur elle-même et on soutre les côtés. Une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le tore plat. Alors, cette fois-ci, on prend les deux extrémités du cylindre et on les soude ensemble, ce qui donne un pneu ou un bagnet, avec une structure en forme de tube, comme une chambre à air. Ici, j'ai dû tordre la feuille pour y arriver. La courbure d'un pneu, c'est pas euclidien. Mais en fait, cette torsion, c'est simplement parce que je le visualise et je le plonge dans un espace plus grand. Pour ce qui est de l'espace-temps seul, un tel plongement n'est pas nécessaire. Il suffit d'identifier les bords de l'univers. Ainsi, si vous avez un univers comme ceci, vous pouvez dire que les deux bords A sont en fait un seul et même bord. Il peut rester infini dans les deux sens. Ou vous identifiez aussi les bords supérieurs. Les deux bords sont considérés comme étant identiques. C'est un tore plat. Si vous partez dans une direction, vous revenez par l'autre côté. Vous partez par là, vous revenez par là. C'est le tore plat, parce qu'il reste euclidien en tout point. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous devez être familier de ce genre de structure. Beaucoup d'espaces de jeux vidéo, comme Pac-Man, ont une telle structure. Si le personnage va toujours tout droit, il disparaît d'un bord de l'écran et réapparaît de l'autre côté. Son univers est celui du tore plat. Et les bords de cet univers sont purement conventionnels. Parce que ils n'ont pas de signification physique en soi. Pour le jeu vidéo, c'est les bords de l'écran. Mais si l'image se décale, parce qu'il y a un mauvais réglage de l'appareil, par exemple, alors le jeu se décale, mais on continue à faire le tour de la même manière dans les deux sens. Donc ces bords sont purement conventionnels
et on a un univers fini, mais non borné et sans frontières, sans bord. Et des possibilités comme cela, il y en a plein. Par exemple, on peut dire que A et A sont identifiés mais avec un retournement. Les deux bords sont identiques, mais comme ça. Si vous partez ici, vous arrivez à gauche, vous réapparaissez en bas, mais à droite, mais en bas. Dans ce cas-là, l'espace a une structure un peu comme les rubans de Möbius, que vous devez connaître. Ces rubans qui sont en partie avec une demi-torsion. Et des possibilités comme ça, il y en a tout un paquet. Pour l'espace plat, elles ont été, en 3 dimensions, elles ont été classées, on les connaît toutes. Un espace de ce type assez connu dans les livres, c'est l'espace dodécaédrique, parce que c'est un peu le joujou de Jean-Pierre Luminet, un grand scientifique, un grand physicien, et qui a écrit un livre là-dessus, vous l'avez peut-être lu, et qui décrit une telle structure, un peu plus complexe que le cas que je viens de vous présenter. Notons que dans un tel espace, l'isotropie est violée. Les diagonales sont plus grandes que les médianes. Mais ça, c'est une violation globale. Localement, l'espace peut rester isotrope dans une certaine zone. Et donc, ça peut être non détectable. Que verrait une personne plongée dans un tel espace? Puisque la lumière peut faire le tour. Dans ce cas-là, son univers lui apparaîtrait comme un palais des glaces. Il lui apparaîtrait comme un univers infini, mais où il se voit lui-même, puisque la lumière fait le tour. Et donc un petit personnage se retrouverait, il verrait son image répétée à l'infini, comme dans un palais des glaces. Si ce n'est que dans un palais des glaces, quand on se regarde, on se voit de face. Alors que là, en regardant loin, il verrait son propre dos. Un peu comme pour le tube autour du trou noir. Et donc, il lui semble infini, ce qui est logique pour un univers qui n'a pas de bord. Cela ne veut pas dire pour ça que l'univers, s'il était comme ça, nous apparaîtrait comme ça. Parce que il y a 3 choses qui viennent jouer. D'abord, l'univers est vaste et la lumière peut mettre très longtemps avant de faire le tour. Ce qui fait que on se verrait soi-même, mais avec un fort décalage temporel. Si on se voyait tel qu'on était il y a 1 milliard d'années, on ne verrait tout simplement rien, on n'était pas né. Donc, ça peut être très difficile à constater visuellement. Ensuite, l'univers est en expansion. Et s'il est en expansion suffisamment rapide, en particulier en expansion accélérée, puisqu'on sait que c'est le cas maintenant, cela peut masquer ce phénomène. À savoir que si la lumière va d'un côté, l'univers peut très bien grandir suffisamment vite pour que la lumière n'arrive jamais à faire le tour. L'expansion peut cacher ce phénomène. Et enfin, autre possibilité, les bords, aussi conventionnels soient-ils, le rayon de l'univers peut être bien plus grand que le rayon observable. Par exemple, ça pourrait être un univers tord plat avec un diamètre de 30 milliards d'années-lumière. Dans ce cas-là, la lumière n'aurait tout simplement pas encore eu le temps de faire le tour, puisque l'univers n'a que 13,6 milliards d'années. Si l'univers est plus petit que l'univers observable, alors depuis sa naissance, la lumière peut avoir fait le tour, elle pourrait même avoir fait plusieurs fois le tour, ce qui pourrait provoquer des images fantômes de galaxies.
Mais étant donné le décalage temporel dont j'ai parlé, dû au fait qu'il faut du temps pour faire le tour, ces images ne sont pas identiques, elles pourraient être très difficiles à identifier. Toutefois, dans le rayonnement fossile, dans les fluctuations, on montre qu'un tel effet devrait provoquer des corrélations particulières, des corrélations à grand angle, pour des directions très éloignées, littéralement diamétralement opposées. On devrait constater des corrélations entre les fluctuations. On a étudié le rayonnement fossile, on a étudié ses fonctions de corrélation, rappelez-vous quand j'ai parlé du spectre en puissance, et on n'observe pas de corrélation à grand angle. Donc si l'univers a une telle structure, elle doit être plus grande que la taille de l'univers observable. Alors quelle est la possibilité? Est-ce que notre univers est infini, puisqu'il semble être, rappelez-vous, on constate qu'à grande échelle, l'univers est globalement plat. On est dans la situation du modèle avec k égale 0. Supposer que ça soit vrai, l'univers est-il infini? A-t-il une structure cylindrique de Thor, ou le dodécaèdre de Jean-Pierre Luminet, ou encore une structure de type Möbius ou autre? En réalité, il n'y a rien qui nous permet de le savoir. On ne peut pas savoir dans quel cas on est. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, une structure de type Möbius ne semble pas compatible avec certaines lois de la physique quantique. Par exemple, le neutrino a un caractère chiral. C'est-à-dire que le neutrino, quand on le regarde par l'arrière, tourne toujours dans le même sens. Contrairement aux autres particules, comme le photon, l'électron, qui peuvent tourner dans un sens ou sous l'autre. Le neutrino tourne dans un sens, l'antineutrino dans l'autre sens. Or, cette chiralité peut être violée par une structure de type Möbius. Mais c'est la seule chose qui peut être exclue par des lois locales. Toutes les autres structures sont possibles. Et il y en a un paquet. D'autant plus que nous ne voyons que l'univers observable. Nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà. Peut-être qu'à 30, 40 années-lumière, la courbure moyenne devient très différente. Peut-être que l'univers n'est pas du tout homogène à très grande échelle, plus grande que celle que nous pouvons voir. Nous ne pouvons que spéculer. Ce qui rend les possibilités en matière de topologie encore plus vastes. Il y a de grands nombres de possibilités, et la relativité générale ne nous permet pas de trancher. Nous ne savons pas quelle est la topologie de l'univers à très grande échelle. En fait, il n'y a pas que l'énergie qui nous permet de trancher, qui nous empêche de trancher, parce que, à part le cas chiral dont je viens de vous parler, il n'y a rien qui nous permet de trancher. Rien ne nous permet de dire quelle est la topologie. Nous n'avons en fait aucun guide. Même les théories candidates en gravitation quantique, telles que la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes, offrent de nombreux modèles avec toute cette topologie, et donc ne permettent pas de trancher non plus. Nous ignorons, et rien ne permet de nous indiquer, quelle est la topologie globale de l'univers, au moins pour le moment. Qui sait comment nos théories évolueront dans l'avenir. Voilà, cela clôt notre petit voyage dans la relativité. Cela clôt cette série. Et je vais retourner à la série sur la mécanique quantique. Je vous remercie.